Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier à travers notamment le prisme du crédit immobilier et le cofondateur d'Artémis Courtage, Ludovic Usieux, qui est avec nous en plateau pour dresser un état des lieux de la situation. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. J'ai vu passer les chiffres Banque de France pour le mois d'avril sur la production, l'origination de nouveaux crédits. Chute du crédit de 40% et plus, on le rappelle quand même, qui semble être en train de se stabiliser entre mars et avril. Est-ce que c'est une observation que vous constatez également, Ludovic ? On espère avoir touché les plus bas et être en forme un peu de plateau. C'est une toute petite augmentation par rapport au mois de mars qui avait bien dévissé. Et vous l'avez rappelé en introduction, c'est une baisse de plus de 40% par rapport à avril 2022. Oui, oui, quand vous dites un plateau, c'est même plutôt un plancher, quoi. C'est ça, oui, c'est le fond du trou, le fond de la cuvette. Ouais. On est d'accord. Qui est exclu là complètement aujourd'hui? Qui sont les catégories qui n'ont vraiment plus accès au crédit? Comment ça fonctionne chez vous? Est-ce qu'il y a encore, et ceux qui ont accès au crédit, qui sont-ils? Quels sont leurs profils? Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les exclus du crédit sont un peu tous les profils, avec des profils moins favorisés comme les primo-accédants ou les emprunteurs un peu plus âgés qui ont un taux d'assurance important et qui peut gréver la capacité d'emprunt et augmenter le taux d'endettement pour le mener au-delà de 35%. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme d'aléa sur l'acceptation du crédit. Les banques ont du mal à prêter. L'usure est une cause, mais elle s'est quand même un peu normalisée, c'est-à-dire que depuis la mensualisation et depuis qu'on observe un écart quand même un peu plus important entre ce taux d'usure et la moyenne des taux de crédit, ça va un peu mieux. En revanche, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est le taux d'endettement, le fameux taux de charge 35% HCSF, qui est une norme depuis janvier 2022. Comme on a multiplié par 3 ou 3,5 les taux de crédit sur 18 mois glissants et que les prix de l'immobilier, eux, n'ont pas franchement dévissé, se sont un peu ajustés, mais c'est une toute petite touche sur la baisse des prix de l'immobilier. On se retrouve avec des dossiers plus endettés et on dépasse un peu plus souvent 35%. Les barrières sont donc un peu réglementaires. Et puis la plus grosse des barrières, on ne va pas se mentir, c'est que aussi longtemps que les banques ne regagneront pas un peu d'argent, ne reconstitueront pas leur marge sur le crédit immobilier, et aussi longtemps elles ne prêteront pas ou peu. C'est une évidence. Vous aviez été visionnaire d'ailleurs sur ce qui allait se passer. Quand on s'était parlé en fin d'année dernière, peut-être au mois de novembre, Ludovic, vous aviez dit très clairement, alors c'était en plein débat sur le taux d'usure, effectivement, il y avait une forme, les autorités en charge n'avaient pas encore bien accepté l'idée qu'il fallait sans doute peut-être ajuster ce taux d'usure un peu plus rapidement, etc. C'était à ce moment-là. Vous aviez dit, ça va être fait. Et vous verrez qu'autour de avril, je me souviens très bien, on ne parlera plus du taux d'usure. En tout cas, ce ne sera plus le sujet. Le sujet suivant, ce seront effectivement les limites réglementaires HCSF. Alors, le taux d'endettement, il y a également la durée des crédits, il y a également cette part aussi, cette poche de 20% trimestrielle que les banques peuvent allouer à des dossiers plus compliqués que d'autres, qui sortent un peu du cadre. Le HCSF discute la semaine prochaine, je crois, Ludovic, oui, normalement, de ces sujets. Le 13 juin, pour savoir si le HCSF donne quelques poches, ou en tout cas un peu de respiration à un marché du crédit immobilier qui est asphyxié aujourd'hui. Quelle serait une bonne manière de faire ? La bonne manière de faire, c'est probablement de donner un peu plus de flexibilité aux banques et de laisser les banques et les banquiers faire leur métier. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces recommandations puis ces normes avaient été édictées dans une toute autre période. Oui. C'était une période pendant laquelle le crédit était en surchauffe, où l'argent avait des taux d'intérêt qui étaient fixés au plus bas, en moyenne à 1%, où ça soutenait artificiellement les prix de l'immobilier et ça les faisait même augmenter. On produisait à l'époque beaucoup de crédits, probablement un peu trop. Aujourd'hui, la situation elle est complètement inverse, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des normes restrictives d'accès au crédit un peu compliquées, dans un contexte de taux qui ont fortement augmenté. Et ces normes, elles n'ont pas bougé. Donc il faudrait probablement les assouplir. Ça me paraît utopique d'imaginer
que le HCSF revienne sur le 35%, parce qu'il y a eu trop d'éducation, de pédagogie, 2 années pendant lesquelles on a recommandé, puis après c'est passé en norme, en expliquant qu'au-dessus ça allait surendetter les Français. Donc dans une période où on est en pleine inflation, où les profils les plus fragiles sont les primo-accédants, ça me paraît compliqué d'imaginer que le HCSF va déroger à ce taux d'endettement. En revanche, regarder un peu plus sérieusement le reste à vivre ou donner un peu plus de flexibilité, une poche de dérogation au-delà de ces 35% pour des dossiers destinés à financer de l'investissement locatif ou pour des dossiers qui sont au-delà de 35% mais avec un reste à vivre confortable. C'est quelque chose, à mon avis, qui peut être annoncé à l'issue de ce HCSF du 13 juin. Et ça peut aider. Enfin, je veux dire, il y a une part de dossiers significatifs qui se retrouvent dans ce cas-là et qui pourraient être débloqués justement avec ce bouger des règles. Oui, parce que les freins, je vous dis, sont un peu partout. Ils sont réglementaires et aussi de taux de marge pour les banques. Mais en tout cas, il y a des freins réglementaires et si on peut un peu les abaisser, ce sera une bonne chose. Néanmoins, en accompagnement de la production de crédit d'avril que vous évoquiez en introduction, il y a un petit mot de la Banque de France qui explique que tout va bien, que la situation est normale. Je crains que ce soit un présage ou un prémisse à cette réunion et qu'il n'en sorte pas grand-chose. Je n'en attends pas grand-chose, en tout cas, peut-être un peu de flexibilité sur ce taux de dérogation de 20% qui serait peut-être un peu augmenté, ou l'abolition ou la suspension de ces sous-catégories d'emprunteurs auxquels on peut prêter. C'est peut-être par là c'est par la voie de l'exception, je pense, qu'on abaissera un peu ces barrières réglementaires. Mais le principe du 35%, pour moi, sera maintenu à l'issue de cette réunion du HCSF. Il y a un point clé, vous l'avez dit d'un mot, Ludovic, mais c'est que les prix n'ont pas baissé. C'est quand même la pièce manquante dans le puzzle. Je vois crise immobilière, crise du logement, tous les jours, ça fait les gros titres. Les prix n'ont pas baissé. Il y a quand même une résistance des vendeurs. Je ne sais pas quelle est la plus-value moyenne d'un propriétaire immobilier sur 10, 15, 20 ans en France, mais je veux dire, sur 20 ans, les prix ont fait x2, x3, souvent. Ludovic, je sais pas, un propriétaire, il est souvent propriétaire de son logement depuis plusieurs années. Alors oui, il y a ceux qui ont acheté depuis 2, 3 ans, 4 ans. Sans doute que c'est une part du marché, mais le propriétaire moyen en France, il est quand même propriétaire de son logement depuis quelques années maintenant. Hein. C'est vrai, mais vous avez raison, les prix résistent pour deux grandes raisons. La première raison, c'est que quand on a emprunté assez récemment à des prix un peu hauts, on a emprunté à 1%, on n'a pas forcément envie de se départir de son crédit à 1% pour réemprunter à des prix du mètre carré qui seront à peu près équivalents ça, je suis à 3,5. C'est un peu compliqué de l'imaginer. Ensuite, ce qui fait aussi que les prix tiennent aussi bien, notamment dans le marché de l'ancien, c'est 3 raisons. La première, c'est que l'offre locative, elle est faible, très faible. On a plutôt retiré des biens à la location qu'on en a ajouté. La construction est au point mort, pour être sympa. Oui. Mais c'est vraiment très, quand on parle de crise, voilà. Les promoteurs sont les premiers. On ne construit pas ou plus, et même pour les permis de construire qui sont distribués, les mises en chantier ne suivent pas toujours. Et il y a cette barrière de l'accès au crédit. Donc tout est fait, entre guillemets, et évidemment, rien de tout cela n'est volontaire, mais tout est fait pour que... ça crée un verrou, quoi. Voilà, ça crée un verrou. Les prix au mètre carré s'ajustent un peu à la baisse, mais on a perdu à peu près 20% de capacité d'emprunt entre le début de l'augmentation des taux et maintenant. Et force est de constater qu'on n'a pas corrigé de 20% sur les prix de l'immobilier en France, et vraiment moins sur les zones tendues où on est de l'ordre d'une correction de 3-4%. Non, et la baisse du pouvoir d'achat immobilier, je crois que c'est Agnès Benassikeri qui a commencé à poster, là, qui a ouvert un billet de blog, vice-gouverneur de la Banque de France aujourd'hui, sur l'immobilier, sur le crédit à l'habitat. La baisse du pouvoir d'achat immobilier commence en France avant la remontée des taux. C'est-à-dire que c'est à un moment, les prix quand même deviennent un vrai frein au pouvoir d'achat immobilier, malgré des taux qui étaient des taux historiquement bas encore à l'époque. Ça a probablement soutenu artificiellement cette hausse.
Et aujourd'hui, pour une conjoncture de facteurs de l'immobilier locatif, du neuf et d'une hausse des taux de crédit et de l'inflation, ça a du mal à s'ajuster et c'est problématique. C'est même la pièce centrale du puzzle aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de difficultés réglementaires et notamment de taux d'endettement vis-à-vis des ménages français. De manière presque plus structurelle, là, comment est-ce que vous avez regardé les annonces qui ont pu être faites, justement, donc concernant l'ajustement des dispositifs de soutien à l'immobilier? Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui retiennent votre attention? Il y en a deux qui concernaient d'un peu plus près les primo-accédants et le crédit immobilier. C'est la poursuite de la mensualisation du taux d'usure, c'est-à-dire qu'il continuera d'être publié jusqu'à la fin de l'année de façon mensuelle, et c'est plutôt une bonne chose. Ça permet non pas de libérer du volume de crédit négocié, mais plutôt de donner un peu de fluidité au marché. Ça évite ce point de blocage qu'on a eu là pendant plusieurs mois. Ça évite d'être dans une stratégie en tout cas quelque chose de subi dans les banques de stop and go pendant un mois et demi, d'avoir tout un tas de dossiers bloqués et puis après effet bouchon de champagne, ça repart quand le nouveau taux d'usure est publié. Donc ça, c'est plutôt une bonne mesure. La prorogation du PTZ jusqu'en 2027, ça donne un peu de visibilité. Mais en même temps, il n'est pas très inclusif. Réduit, oui. Il est même plutôt réduit, c'est-à-dire qu'on le prolonge, mais on a envie d'un peu sa substance, puisque aujourd'hui, les futurs emprunteurs ou acquéreurs d'un bien neuf en construction de maisons individuelles, ne pourront plus accéder au PTZ. Ce sera exclusivement réservé à l'habitat collectif, aux appartements donc. Merci beaucoup Ludovic d'être venu nous voir pour cet état des lieux, donc entre la publication des derniers chiffres de la Banque de France et la réunion la semaine prochaine du Haut Conseil pour la stabilité financière. Ludovic Usieux, le cofondateur d'Artémis Courtage, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons demain évidemment à 12h30 en direct sur Bismart.